Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Comment réussir sa désindustrialisation en présence de lui-même, Charles Gave, le père. Qui a fait le dossier. Qui a fait le dossier. Alors, avant toute chose, donc vous aurez, j'imagine, regardé l'épisode numéro 1. Donc ceci est l'épisode numéro 2. Et vous trouverez le dossier qui ressemble à ça. Comment réussir sa désindustrialisation sur notre site internet www.institutdeslibertés.org. Ce sera sur la page de garde. Vous aurez ce dossier que vous pouvez soit regarder dans un menu déroulant, soit télécharger en cliquant sur le petit « Comment réussir sa désindustrialisation ». Et là, ça, vous l'aurez en PDF et vous pourrez l'imprimer chez vous si vous voulez encadrer les graphiques. Quant à nous, nous avions tenté la semaine dernière donc, d'introduire le sujet. On était allé à peu près jusqu'à la page 11 du dossier. Et on va revenir pour vous remettre dans le bain à partir de la deuxième partie, qui était la courte histoire de la désindustrialisation en France, avec les grandes dates majeures, 81, 92, 2000, 2012, et bien sûr la dernière crise, celle du Covid. Alors, est-ce que tu veux reprendre à partir de là, à partir de 81 voilà. Bon, alors vous avez un graphique donc, qui est en page 10. Ce dossier fait 27 pages. C'est pour vous dire que c'est un ouvrage sérieux. C'est un ouvrage sérieux. Donc, il y a le graphique qui va apparaître, qui s'appelle Une courte histoire de la désindustrialisation, qui devrait apparaître sur vos écrans. Voilà. Et donc, vous voyez que dans la plupart des pays, prenez la Suisse, prenez la Suède, la croissance du PIB et la croissance de la production industrielle, ça va de pair, ça monte toujours ensemble. Quoi, tu vois, la Suisse, d'ailleurs, l'industrie monte plus vite que le reste. Ce qui est quand même assez rigolo, parce que c'est un pays qui est soi-disant cher, la monnaie est hors de prix, mais ils font des beaux produits, donc il n'y a pas de problème. Et personne ne les embête, surtout. Parce que vous voyez qu'en France, à partir de 80, mettons 75-80, vous avez un immense décroissement qui passe. Vous voyez, la production industrielle, c'est en rouge, le PIB, c'est en bleu, et vous voyez que d'un seul coup, la production industrielle commence à croître moins vite, puis cesse de croître complètement, et puis enfin baisse. Donc aujourd'hui, la production industrielle en France est à peu près au niveau, en termes absolus, je parle, de 94-95, c'est-à-dire la fin de la présidence Mitterrand. C'est-à-dire que Chirac, 2 fois, Sarko, Hollande, etc., ils nous ont amené à une grande stagnation de la production industrielle. Il ne s'est rien passé, ce qui est absolument extraordinaire. Alors quand vous réfléchissez, vous dites, mais comment est-ce possible ? Eh bien, vous vous rendez compte que tous les gars qui ont été au pouvoir, finalement, c'était des gars, beaucoup d'entre eux en tout cas, des fonctionnaires. C'est-à-dire que pour le haut fonctionnaire de base, finalement, quand je parle avec eux, il y a 2 idées qui ressortent. D'abord, la production industrielle, c'est sale, ça pollue, ça fait de la cheminée, ça fait du... Enfin, bref, les gens qui travaillent dedans... ils sont pas de jolies cravates, tu vois. D'abord, c'est sale, bon, donc ça les dégoûte. Et deuxièmement, ça marche que si ça fait des profits. Et le profit est complètement... c'est un gros mot, quoi. Voilà. Ça marche que si ça fait des profits, et si ça fait des profits, il faut le taxer à mort, parce qu'il faut pas rigoler. Il faut pas rigoler. Donc, tu le taxes à mort, ou surtout, tu essayes de l'empêcher par des réglementations d'investir son argent, quoi. Ou tu mets à la tête un inspecteur des finances, ou comme par exemple, on avait fait... Madame Lauvergeon. Madame Lauvergeon, non, elle était corps des mines, mais pour la générale des eaux, qui était quand même un truc où les Français étaient complètement dominants dans le monde, c'était le traitement des eaux, la vente des eaux aux municipalités et tout. La générale des eaux, c'était un peu comme Air Liquide, c'était un truc, mais incoulable. Hein. C'était vraiment le machin... Eh bien, monsieur Messier l'a coulé en 5 ans, parce qu'il a voulu faire des médias, tu vois. C'est comme si tu voulais transformer... je sais pas, un cheval de course en boulonnet ou le contraire, quoi. C'était donc une capacité très rare. Donc ça veut dire que toutes les grandes dates qu'on va reprendre maintenant, à chaque fois la décision a été prise que l'ajustement se ferait par l'industrie qui aurait moins de pouvoir, moins d'argent, et donc on les voit. Alors en 80, qu'est-ce qui se passe ? Les socialistes arrivent au pouvoir et il y a quelque chose qui s'était passé, c'est que de 1973 à 1980, les prix du pétrole étaient passés d'à peu près $2 le baril à $30 le baril. C'est une augmentation des impôts gigantesque pour les sociétés, puisque l'énergie, c'est ce dont elles ont besoin. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Et donc, cette hausse des prix du pétrole, qu'on voit qu'il y a la ligne noire sur le graphique en page 13,
ben, la marge brute d'autofinancement des entreprises, c'est-à-dire leur rentabilité, s'écroule absolument. Oui, c'est comme un impôt indirect. C'est un impôt qui les frappe de plein fouet. Passe. Et donc, les socialistes qui arrivent au pouvoir, après une chute, qu'est-ce qu'ils font? Ils achèvent la bête en nationalisant tous les grands groupes industriels et en nationalisant toutes les banques. C'est-à-dire qu'à la place de dire, écoutez les gars, on va essayer de vous, on va arrêter de vous embêter. On se rend compte qu'il y a des difficultés transitoires, passagères. On va essayer d'alléger un petit peu le au moins Giscard, il n'a pas eu de peau. Giscard, il était de 74 à 81, c'est là où tout c'est là où on s'est pris le PEP en pleine face. En pleine face, de plein vent, donc il n'a pas eu de peau. Il a failli être réélu. Mais lui, au moins, il avait accéléré massivement tout le programme nucléaire français pour qu'au moins l'énergie devienne... Qu'on devienne moins dépendant et qu'on ait une indépendance énergétique. Qu'on avait. Oui, qu'on avait. Plus que 100% de l'électricité nucléaire. Bon, donc vous voyez ça, ils font exactement le contraire de ce qu'ils font. Donc vous dites, tiens, c'est bien. Ils augmentent les charges sur les sociétés au moment où elles sont au plus bas. Voilà. La bonne nouvelle, comme ils sont nuls, c'est que, du coup... le franc français se pète la gueule. Oui. Oui, mais à l'époque, ça avait une répercussion parce qu'on n'était pas dans l'euro. Donc quand le franc français se pète la gueule... Il a baissé de 50% vis-à-vis du Deutsche Mark, ce qui a sauvé les entreprises françaises. Du coup, les exportations sont relancées. Mais comme ils ont vu que ça allait sauver les exportations françaises, ils ont tiré comme conclusion qu'il fallait bloquer le change. Tu vois. Donc, oui, bien sûr. Alors, attention. Truc logique. Attention, le marché s'étant rééquilibré, il était temps d'arriver avec ses gros doigts et de les mettre au milieu. De les mettre au milieu, d'empêcher le marché de fonctionner. Alors, au milieu du truc. On arrive au graphique qui est en page 15. Donc, le graphique qui s'appelle « Comment des taux d'intérêt invraisemblables et la hausse du franc français contre la livre, la lire et la couronne suédoise actuelle industrie française ». Voilà. Et là, vous reprend la marge brute d'autofinancement des entreprises, qui est cette fois-ci la ligne bleue. Et la ligne rouge, c'est dans le fond la baisse des monnaies livres, francs, couronne suédoise et lire italienne contre le franc français. Donc tu vois, là on voit que ces trois monnaies montent comme baissent comme des bouts de plomb contre le franc français. Et que ça tue les marges des entreprises françaises, tu vois ce que je veux dire? À nouveau, elles s'écroulent. Et pourquoi ça se passe? Parce qu'on a mis à la tête de la Banque de France un fou, qui s'appelle Monsieur Trichet, qui décide qu'il faut pour toujours fixer le franc au Deutsche Mark. Oui. La grande idée de Monsieur Trichet, qui était un homme puissamment intelligent, comme chacun sait, c'est que puisqu'on était incapable de se réformer, on allait bloquer le franc français contre le Deutsche Mark, et ça rendrait... Ça forcerait la France à se réformer. Mais pour lui, ce qu'il voulait dire, c'est que ça forcerait la France à se réformer son secteur industriel, tu vois. Mais l'État, on ne voit pas pourquoi ça le forcerait à se réformer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fermé les usines en France et on a été les ouvrir en Allemagne. On s'est réformé, ça va très bien. Ou on s'est fait acheter par des sociétés allemandes. Mais l'État, lui, il a continué à croître, à émettre du papier, à embaucher des fonctionnaires, etc. Donc, tu commences avec... les marges brutes qui s'effondrent, de 73 à 82, 83. Il y a un petit répit qui dure jusqu'en 87, 88. Puis ensuite, l'Allemagne se réunit. La Bundesbank met les taux à 7 ou 8% par an en termes réels, ce qui étouffe tout le monde. Les trois pays normaux sortent du SME en disant je ne veux pas payer pour la réunification allemande. Oui. Et M. Trichet, qui avait dû voir les troupes défiler allemandes en 1942, quand il était petit, ou j'en sais rien, à Lyon, dont il était originaire, décide qu'il va pas se laisser faire par les Allemands et qu'il va rester au même niveau. Donc, l'économie française repère encore 4 ou 5 points de marge. Donc, tu vois, les deux éléments importants, la chute des prix du pétrole, la réunification allemande, comment on fait les deux fois? C'est l'industrie qui en prend plein la tête. Et après, on se demande... pourquoi on n'a plus d'industrie? Pourquoi on n'a plus d'industrie? Mais c'est extraordinaire. Donc la réaction numéro 1, c'est on va tout bloquer et on va laisser le système privé incapable de s'adapter, puisqu'on lui enlève tous les outils de l'adaptation. Alors tu te dis, bon, c'est quand même des gars curieux, ils sont pas notés pareil. Alors maintenant, quels sont les résultats? Les résultats sont ceux auxquels on pouvait s'attendre. Donc là, c'est un graphique intitulé Italie, et Allemagne, taux de change et production industrielle. Vous voyez que c'est un graphique qui est... Vous savez, JP Morgan, qui est une grande banque,
qui se trouve être un de nos clients, chaque année donne le prix du meilleur graphique, comme ça c'était un truc pour rigoler, mais au meilleur graphique, je l'avais publié celui-là en 2007 ou 2008-2009. Vous mettez sur le même graphique... Donc tu veux dire que tu as eu le prix JP Morgan pour ce graphique? Pour ce graphique, oui, c'est pour ce... Very classy. Very classy. Parce que, Gold Star. Gold Star, absolument. Donc, vous voyez, la production industrielle allemande, c'est la ligne noire. Bon. La production industrielle italienne, c'est la ligne rouge. Bon. Et la ligne bleue, c'est le taux de change entre la lire et le Deutschmark. Bon. Vous voyez que tant que la lire pouvait baisser vis-à-vis du Deutschmark, ou plus exactement le Deutschmark monter vis-à-vis de la lire, c'est-à-dire la ligne bleue qui monte, les productions industrielles étaient parfaitement alignées, tu vois. C'est-à-dire que les Italiens, bon, ils étaient moins bien gérés que les Allemands. Ils avaient le Sud qui devait payer des tas de transferts à faire. Et les entrepreneurs italiens s'en sortaient, ben, dans le fond, eux, ils étaient payés en Deutschmark, et on payait les fonctionnaires dans le Sud en lire. Et quand ils commençaient à toucher un peu trop, hop, on dévaluait pour qu'ils continuaient à rester dans une misère honorable, quoi. Tu vois ce que je veux dire, et ça marchait très bien. La même chose pour la France, d'ailleurs. À partir du moment où tu bloques le taux de change... Voilà, c'est pour ça que vous avez une ligne continue, by the way. Elle bouge plus, vous voyez, la ligne bouge plus, elle reste bleue tout horizontale. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça prend 6, 7 ou 8 ans. Les pauvres industriels italiens, ils ont leur marge qui baisse, alors ils sont là, vous savez, comme un type qui glisse sur la glace, elle met ses petits ongles pour essayer de pas glisser tout doucement. Puis quand il y a une crise comme une récession... Comme en 2002... Comme il y en a eu 2 ou 3, à ce moment-là, la production industrielle s'effondre, et aujourd'hui, la production industrielle italienne est plus basse qu'en 1990 ou en 1992, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que vous avez fait, c'est en empêchant l'ajustement par la monnaie, ben, ce qui ajuste, c'est les profits des sociétés. Et les profits des sociétés s'écroulent, et quand les profits des sociétés s'écroulent, l'emploi baisse. Donc, le taux de chômage monte, donc les dépenses fiscales augmentent, donc les déficits budgétaires explosent, donc, et tu te retrouves avec une dette pas possible. Tu augmentes les impôts pour avoir des transferts sociaux. Mais si tu augmentes les impôts, les gens achètent moins. Et du coup, tu as... Une récession, avec une récession inflationniste. Donc, tuer le taux de change, empêcher l'ajustement par le taux de change, c'est dire en termes clairs que c'est pas l'État qui va s'ajuster, ça va être les profits. C'est le secteur privé. C'est le secteur privé. Et encore une fois, la variable d'ajustement, c'est le secteur privé. Ça n'est jamais le secteur public qui se met la ceinture. Les 3 grandes crises qu'on a eues comme ça, c'est à chaque fois le secteur privé qui dit, et on les rend responsables de la crise d'ailleurs. En disant, heureusement que l'État est là pour vous sauver. Oui, bien sûr. Donc tu vois, c'est une façon de penser qui est extraordinaire. J'en discutais ce matin, c'est exactement, tu sais, il y a quelqu'un qui était qui interviewait Zemmour, parce que un des journalistes de la télévision, d'une télévision. BFM. Et le journaliste a eu une phrase que j'ai trouvée absolument sublime. Il a dit, mais dans le fond, où que vous alliez, il y a des gens qui manifestent, etc. Ah, ça doit être Bruce Toussaint. Oui, c'est Bruce Toussaint, voilà. Un gros. Un gros. Ouais. Oui. Où que vous alliez, ça crée des problèmes. Donc, est-ce que c'est pas vous le problème? Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que dans le fond, la solution, ce serait pas de vous empêcher de parler? Et je me suis dit, c'est exactement ça. C'est dans le fond, le problème avec les Juifs, c'est s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas d'antisémitisme, tu vois. C'est une façon de raisonner à l'envers qui rend responsable celui qui a pris le coup dans la tête, quoi. Si la fille se fait violer, c'est parce qu'elle avait une jupe courte, tu vois. C'est pas parce qu'il y a des agresseurs qui sont insupportables, non. Donc c'est cette façon de regarder. Donc, quoi que fasse le capitalisme, c'est toujours de sa faute, tu vois ce que je veux dire. Et donc, heureusement que l'État est là pour vous sauver. Mais on va voir où ça nous mène. Ça nous amène à un jour, il n'y aura plus de capitalistes, et il n'y a déjà plus d'État, et on ne va plus avoir de ressources du tout. Donc c'est... Et quand tu es en face d'un gars comme ça, dans une radio, une télévision, que tu discutes avec lui, d'abord, en général, tu es tout seul contre 4 qui pensent tout ça, donc c'est pas facile. Mais en plus, tu ne peux pas t'empêcher de penser, il n'y a rien à répondre, puisque c'est intellectuellement complètement faux, tu vois ce que je veux dire?
Mais en définitive, ça montre bien, puisque tu rentres là-dedans, mais la façon de penser de toute une classe aujourd'hui, qui... j'ai vu un débat comme ça entre 4 journaleux qui pensent défaire les hoax, les fausses news sur les réseaux sociaux. Et alors les gars étaient là dans une espèce de table ronde et ils parlaient d'André Berkoff et ils disaient « Oui, mais je ne pense pas qu'il soit cynique, je pense qu'il croit véritablement dans les bêtises qu'il dit. » Et alors ils étaient là tous les 4 à... Dans le fond, il aurait besoin d'être rééduqué. À discuter du fait que c'était pas du cynisme et que ces gens-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Je me disais, mais enfin, quand même, la faconde de ces gens qui sont capables de s'asseoir autour d'une table et plutôt de se dire, voilà quelque chose en quel je ne crois pas, mais qui est un discours alternatif, de dire, puis nous avons, et sans jamais remettre en cause le courant intérieur qui est de dire, nous avons la bonne parole. Autrui est donc complètement fou. Mais en plus, il y a 800 000 personnes qui écoutent Berkoff et personne ne les écoute. Personne ne les écoute. Et ils ne font pas le truc, mais ils font pas le raisonnement. Mais pourquoi écoutent-ils Berkoff ? Et moi, ce que j'ai trouvé extrêmement choquant, c'est que je me dis, je suis en face de gens qui ont 30-35 ans, qui n'ont rien fait de leur vie, d'incroyable. Hein. C'est pas Elon Musk qui a monté un truc. Il a eu une vie de bâton de chaise, mais enfin, il a fait des choses. Il a fait des choses, mais tu te dis, où est passé le respect des aînés aussi ? Tu te dis, mais enfin, tu as un type qui a le double de ton âge, tu pourrais te dire, peut-être qu'il sait des choses que je sais pas. Non, ça a 35 ans, c'est encore du lait qui coule du nez, et ça vient t'expliquer que ça a tout compris de la vie, et que toi, t'es une espèce de chameau haletant, et que tu dois aller là-bas, limite en camp de rééducation. Donc ça, c'est vrai, ce que tu dis sur le capitalisme, c'est qu'on voit ça dans des émissions comme C'est ce soir et compagnie. Tu as je sais pas d'où ils sortent, ces nanas à cheveux gras, zadistes, qui sont là avec des boîtes de thon et qui t'expliquent que oui, il faut mettre le système à mal, qu'il faut retourner tisser de la laine dans le Larzac. Mais allez-y, je les en empêche pas. Mais, et tout monde alternatif, c'est-à-dire que toi, si tu décides de vouloir avoir des enfants qui sont comme ci, comme ça, de vouloir qu'ils soient dans des... Non. T'as pas le droit. Et donc, et ça, tu te rends compte, mais ce que ces gens-là ne voient pas, c'est les effets. C'est ce que Bastiat, qui était un très grand économiste, qui a à peu près tout compris bien avant tout le monde, appelait dans l'économie, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Donc, par exemple, le cas extraordinaire, c'est j'embauche des fonctionnaires. Donc, je crée des emplois, je règle le problème du chômage. Vous voyez, je n'ai pas besoin de créateurs d'emplois. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que ces fonctionnaires, ça emmène une augmentation des impôts, que à cause de cette augmentation d'impôts, tu ne pourras pas aller à ton restaurant habituel, et que ça va créer 3 chômeurs pour chaque emploi qu'on contrôle. Sans compter que c'est une dépense que tu prends sur 60 ans, parce qu'après tu as les retraites des fonctionnaires. Donc tu prends 60 ans, et il n'est pas certain... Et en plus, c'est au hors-bilan. Donc, c'est au hors-bilan, c'est-à-dire que les 3 000 milliards de dettes dont on parle, c'est même pas dedans. C'est sans compter ces cas-là, mais surtout... Personne ne vérifie, dans le fond, la seule raison d'avoir un fonctionnaire, c'est si son travail ajoute de la valeur à l'économie. Mais s'il est là et qu'il se met sur un lit dans le couloir parce qu'il n'a rien à foutre, je ne dis pas que tous les fonctionnaires c'est comme ça, mais... Non, mais moi, je vais te dire, moi, il y a des métiers, on est tous pareils, on comprend très bien ce que fait une infirmière, évidemment un médecin, un pompier, un prof, une instite. Mais il y a tout un tas de métiers au milieu de ça, dans les couches intermédiaires, spécialement dans les territorialités, dans tout ce qui est... On ne comprend pas ce que font les gens et ce qu'ils produisent. Et dans les ministères, qu'est-ce qu'ils foutent tous ces gens ? Moi, j'ai une copine qui bosse à la région, je comprends pas ce qu'elle fait. Oui. Alors, ils font des notes, ils font des... Alors, c'est mais moi, je vois, encore une fois, quand j'étais jeune, à Auch, où mon père a terminé sa carrière d'officier, il y avait le conseil général du Gers. Tu sais, c'était... bien sûr. Et bon, le patron du conseil général du Gers, il partageait une secrétaire avec le maire d'Auch. Parce qu'il n'y avait rien à foutre dans le conseil général du Gers. Aujourd'hui, tu vas dans le Gers, tu sors de Auch, et il y a une espèce de palais au milieu de la campagne, qui est le conseil général du Gers, où il y a je ne sais pas combien de centaines de personnes qui travaillent. Qui font des rapports en PDF. Mais tu te dis, mais bouge pas. À quoi ça sert ? Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup plus de fonctionnaires dans le Gers qu'il n'y a d'agriculteurs au ministère de l'Agriculture. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu te dis qu'il y a une espèce de classe qui s'est mise, qui gère les paysans, qui gère l'administration, qui gère
les hôpitaux, qui gèrent les écoles, et tu vois pas très bien ce qu'ils ajoutent au... Ce qu'il y a comme valeur ajoutée. Ce qu'il y a comme valeur ajoutée. Donc, alors, ce qui se passe, l'une des conséquences, quand les entreprises se pètent la gueule, on va aller en page 20, de la page 27. Quand les entreprises se passent la gueule... Donc ça s'appelle Banque américaine et Banque de la zone euro, c'est ça? Banque américaine et Banque de la zone euro. Banque américaine, c'est en rouge. Banque de la zone euro, c'est en noir. Vous voyez, bon, elles ont des performances à peu près similaires avant la crise de 2008-2009. Puis arrive la crise de l'euro. Pour sauver l'euro, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait M. Draghi? Dans les crises précédentes, on tuait l'industrie. Là, c'est déjà fait. Là, c'est déjà fait, il n'y a plus grand-chose à tuer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les banques. C'était ce qui lui restait. C'était ce qui lui restait. Donc, comment il fait pour tuer les banques? En mettant les taux d'intérêt à zéro. Comment tu veux qu'une banque, qui a des coûts d'à peu près 2% sur la taille de son bilan, quoi, puisse avoir des taux d'intérêt à zéro? C'est comme si tu demandais d'avoir du pain gratuit, quoi, la farine très... Oui, parce qu'on rappelle quand même que l'activité de banquier, c'est pas une ONG. Il est normal que le banquier se rémunère. Il a des coûts, il a les gens qui payent, les bureaux, les voyages des gens pour apprendre des choses, etc. Plein de choses. Et donc, soutenir Roland-Garros, j'en sais rien. C'est des trucs importants. Et d'un seul coup, on lui dit, vous avez plus le droit de gagner de l'argent. Donc, le cours des banques américaines se pète la gueule pendant la crise de 2008-2009, c'était Lehman Brothers. Et puis, bon, on commence à s'en sortir. Et puis alors, là, arrive l'euro qui force M. Draghi à mettre les taux d'intérêt à zéro pour sauver l'euro. Et qu'est-ce qui se passe? Les banques européennes s'écroulent. Donc, la troisième fois, c'était de sauver... Il y a l'autre qui ronfle. Hein. Les deux premières fois, c'était de tuer l'industrie. Maintenant, c'est de tuer la banque. Pour sauver quoi? Un monstre, un Frankenstein financier qui s'appelle l'euro, qui a foutu les entreprises en l'air. Maintenant, après avoir foutu les entreprises en l'air, ils foutent les banques en l'air. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les banques, aussi curieux que ça paraisse, sont plus basses qu'en 1994. Tout le monde me dit les banquiers gagnent beaucoup trop d'argent. Je dis ils aimeraient bien, les pauvres. En fait, ils ont pris des culottes absolument gigantesques. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que les banquiers font de la création monétaire? Ben oui, ils en font. Mais c'est leur boulot. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe, parce que c'est une bonne question, ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Oui, parce qu'il faut que tu expliques les masses monétaires, peut-être. Oui, les masses monétaires. Alors, ce qui se passe... Bon, vous avez quelqu'un qui reçoit des dépôts. Mon boucher au Moyen-Âge qui s'est transformé en banquier. Vous savez, d'un seul coup, les gens, ils font des dépôts. Donc, il dit, je vais prêter cet argent. Puis, il se rend compte assez vite que, dans le fond, quand il fait un prêt à quelqu'un, il va chercher l'argent des dépôts pour le prêter. Mais en même temps, le gars à qui il prête l'argent a un autre banquier qui va lui faire des dépôts chez lui. Donc, en fait, presque jamais l'argent s'il a 10 fois ses fonds propres, mettons, presque jamais on vient lui réclamer la totalité des prêts, tu vois, en même temps. Donc, il se dit, c'est le pied, je peux prêter de l'argent que j'ai pas, tu vois. Et en faisant ça, il crée de l'argent. Oui, bien sûr. Mais maintenant, réfléchissons une seconde. Soit il va prêter à une entreprise. Oui. Mettons Gafcal, allez, hein, parce qu'il en faut. Nous, on n'emprunte pas parce qu'on n'en a pas besoin, mais enfin, de temps en temps, on pourrait. Donc, on emprunte à Gafcal. Donc, Gafcal va emprunter, va investir dans des trucs, en essayant et puis va commencer à rembourser. Donc, l'argent qui a été créé en faisant le prêt Gafcal est lentement détruit au fur et à mesure du remboursement, tu vois. Ce qui fait que ça n'a pas d'effet sur le long terme. Oui. C'est simplement... soit l'argent, on ne peut pas le rembourser parce que c'est une mauvaise affaire, et à ce moment-là, il est détruit, bon, c'est fini. Soit c'est le remboursement lui-même... Qui détruit la création monétaire du prêt. Mais maintenant, si je prête à l'État... Qui ne te rembourse jamais. Qui ne te rembourse jamais, il n'y a pas de... Donc, la création monétaire en prêtant à l'État n'est pas du tout la même qu'à une entreprise qui va te rembourser. Oui, parce qu'aujourd'hui, les 3 000 milliards de dettes qu'on a... Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Et c'est une création monétaire complète. Complète. Et inflationniste. Et inflationniste, en plus de la création monétaire de la BCE. En plus de la création monétaire de la BCE, qui, elle, achète directement les obligations et crée littéralement des billets de banque. Donc, là, ce qu'il fait, c'est qu'il met les taux d'intérêt à un niveau où les banques ne peuvent pas ne pas faire faillite. Alors là, c'est là où ils sont très astucieux. Comme il n'est pas complètement idiot, M. Draghi, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prêter de l'argent aux banques
à -2. Oui. Tu vois, donc... Elles se retrouveront en le reprêtant à 0,5. Elles se retrouveront, non, ça veut dire, je vais vous prêter allez, 10 milliards de dollars à -2, avec un conseil d'acheter des obligations italiennes qui vous donnent du +3. Bien. Donc tu fais un petit 5%. Sans rien faire. Sans rien faire, sans prendre aucun risque. Ce qui te compense pour le fait que tu prends des pertes sur les prêts que tu as fait aux entreprises. Tu vois. Et aux particuliers. Et aux particuliers. Et du coup, ça permet à l'euro de survivre, parce que du coup, l'Italie, les gens sont contents, les taux d'intérêt baissent en Italie et l'euro ne saute pas. Donc, pour sauver l'euro, il a créé un monstre financier où les banques cessent d'être des trucs de marché pour devenir dépendants directement des largesses de la BCE. C'est-à-dire, c'est le capitalisme de connivence puissance 10. Et pourquoi les banques privées se sont laissées entraîner là-dedans ? Ben, elles n'avaient pas le choix, elles sautaient. Et... Bon, on rappelle que c'est un banquier aussi. D'abord, banquier... c'était Il n'était pas chez Goldman Sachs ? Ah non, mais c'est bien mieux que ça. Il était directeur général du ministère des Finances, un peu comme M. Trichet, en Italie. Bon, il a fait toute une série de malversations pour que l'Italie reste dans l'euro, rentre dans l'euro, et normalement il aurait dû aller en tôle. Mais enfin bref, il n'y est pas allé. Et puis ensuite, quand il a fait ça, après avoir fait ses malversations, il a été nommé à la BCE comme gouverneur. Il a fait ses malversations pour les banques, et après ça, il est allé chez Goldman Sachs conseil. Et je suis bien certain que Goldman Sachs, on lui a prêté plein d'argent à -2. Tu vois ce que je veux dire ? Et après ça, pour le remercier de toutes ses qualités, de son service à la nation, il est devenu Premier ministre italien. Et puis il s'est barré juste avant que... Et il s'est barré maintenant que ça commence à sentir vraiment le renard, quoi. Surtout, il a été viré par la petite jeune femme, là, qui est... Mélanie. Je suis une donna, je sais pas quoi, c'était très bien son discours. Non, mais il est parti avant. Mais je pense que he doesn't want to be there when the shit hits the fan. Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que des gens comme ça, il a fait des études avec un professeur qui s'appelle Solow aux États-Unis, qui était un type absolument remarquable. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y avait Solow, il y avait Bernanke. Bernanke était un élève de Solow en même temps que Drahi. Donc tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'on est Drahi et Bernanke en même temps. Tu te dis, mais qui fait la carrière de ces gars-là ? Comment ça s'est passé exactement ? Pourquoi ils se retrouvent en même temps, au même endroit, suivent des politiques similaires ? Enfin, bref, je ne suis pas un conspirationniste, mais il y a des moments où j'ai des doutes. Oui. Bon, alors après ça, qu'est-ce qu'on peut vous montrer ? Je vais vous montrer 2 ou 3 trucs de ce que c'est un pays raisonnable, parce que les gens me disent, oui, mais vous savez, le temps a été très dur, il y a eu des crises, ce pauvre Sarkozy, il a fait ce qu'il fallait, ce qu'il pouvait, etc. Bon, fouteuse. Vous regardez par exemple, on va regarder... Le graphique intitulé Suède et France compte courant. En pourcentage du PIB, Emmanuel ne cesse de vous dire qu'on a un déficit de 160 milliards de la balance des comptes courants, ce qui est... 3 000 milliards. Non, ça c'est ça c'est la dette. Ça c'est la dette, les comptes courants. Les comptes courants, c'est la balance commerciale, quoi. Oui. 164. Regardez, la Suède fait faillite en 92, donc c'est un graphique qui est page 20. La Suède fait faillite en 92, se réorganise, prend les bonnes décisions, favorise l'industrie, enfin tout ce que... Bon, fait tout le contraire de ce que fait la France. Et puis donc, les comptes courants de la Suède, c'est en jaune. Vous voyez qu'ils étaient en déficit comme nous dans les années socialistes, ou le socialisme, etc. Les deux étaient sous la ligne de flottaison. Et puis ils commencent à prendre des bonnes décisions à partir de 92. Ils ne rentrent pas dans l'euro, enfin ils prennent toutes les bonnes décisions. Maintenant, ils ont des excédents des comptes courants de +5, alors que nous, on est à moins 3 quasiment. Donc vous voyez, c'est absolument extraordinaire qui se creuse à partir du moment où nous rentrons dans l'euro et eux, ils ne rentrent pas. Oui, c'est fou. Donc vous voyez, il s'est passé quelque chose là. Et donc on voit bien qu'un pays normal n'a aucune raison de se faire massacrer comme la France s'est fait massacrer. C'est-à-dire que ce qui me surprend, ce qui m'a le plus surpris quand j'ai fait ce dossier, où j'ai été rechercher des vieux trucs parce que je trouvais qu'il était temps de le faire, ce dossier, eh bien, c'est que je suis arrivé à la conclusion que toutes ces décisions qui avaient été prises étaient volontaires. C'était vraiment pour foutre en l'air l'industrie française. Le but, parce que ce que dit Raoult, qui est très profond, j'ai fait un papier là-dessus d'ailleurs, il dit il y a 2 sortes de sociétés. Les sociétés fondées sur l'obéissance et les sociétés fondées sur la compétence. Le monde industriel, le monde de l'industrie, le monde
du commerce, etc., c'est quand même, est-ce que vous avez des gens qui vous achètent votre produit ou pas, quoi. Donc c'est quand même, à la base, une société fondée sur la compétence. Et ce sont les ennemis naturels des sociétés fondées sur l'obéissance. Et donc, quand vous donnez le pouvoir de la violence légitime à des gens qui sont fondés sur l'obéissance, la première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont liquider les gens fondés sur la compétence. Vous savez, mettons que vous ayez deux grands fauves, allez, le lion et le tigre. Le tigre est beaucoup plus costaud que le lion, hein, beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd. Et dès que vous mettez des tigres et des lions dans le même territoire, les tigres liquident tous les lions. Ils les tuent. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de concurrents. Ben, c'est ce que fait la fonction publique française, et c'est ce qu'elle fait depuis des temps immémoriaux. Parce qu'ils ont viré les protestants, ils ont viré les aristos, ils ont viré les juifs, ils ont viré l'enseignement de toutes les femmes à la fin du 19e. Maintenant, ils sont en train de virer les entrepreneurs. Aujourd'hui, à Hong Kong, il y a plus de Français qu'il n'y a d'Anglais. Et à Londres. Et à Londres, et tu vas en Californie, paraît-il, tous les ingénieurs qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle de ChatGPT sont tous des Français, paraît-il. Bien sûr, c'est comme tous les films d'animation et ainsi de suite. Toute la Californie regorge d'ingénieurs français qui sont tous plus brillants les uns que les autres. Donc, on se rend bien compte que cet appauvrissement de la France est voulu par la classe dirigeante, parce que, dans le fond, leur but, c'est que le chef, dans une société de pénurie, c'est celui qui distribue le ticket de rationnement. Et donc, la société de compétence, ça crée toujours la prospérité, et le fonctionnaire, dans le fond, tout le monde n'en a rien à foutre, quoi. Il est le dernier roue du carrosse, il n'est pas bien payé, puis il n'est pas... Tandis que ces gars-là, aujourd'hui, c'est eux qui payent toutes les télévisions, donc ils sont reçus. Quelqu'un me disait ce matin qu'il y avait 20... Combien de télévisions d'État? Qu'est-ce qu'il y a alors oui, une dizaine. Il y a 10 télévisions d'État françaises. Entre France 2, France 3, TV5, France 4 Monde, France 24, oui. Il y a 10 télévisions d'État. Dans la plupart des pays normaux, il y en a peut-être une télévision d'État, voire deux, mais 10, ça veut dire qu'ils veulent donner l'illusion qu'il y a une concurrence. Mm-hmm. Alors qu'il n'y en a pas, ils disent tous la même chose, ils obéissent aux mêmes ordres, etc. Donc on voit bien que le but des Suédois, c'était de créer la richesse, le but des Français, de la classe dirigeante française, c'était d'empêcher pour que ils aient une classe esclave qui vote pour eux. C'est le fameux « vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Voilà. Le seul problème, c'est que, effectivement, si tu fais une métaphore entre le tigre et le lion qui sont dans la même cage, c'est que là, si les tigres bouffent tous les lions, ce qu'on ne voit pas, c'est que le peuple, ceux qui dont la fonction publique est censée s'occuper, est au contraire beaucoup plus à l'os que quand on se retrouve dans une économie prospère, parce que, paradoxalement, l'entrepreneur n'a peut-être pas pour premier but de s'occuper d'autrui, mais de fait, quand on se retrouve dans une économie florissante, on va quand même tous mieux. Voilà, on va quand même tous mieux. Et surtout, ce que les gens ne comprennent pas, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Et je vais essayer d'expliquer une autre notion qui, pour moi, est essentielle. Et je ne blague pas, c'est l'épargne. J'ai déjà dû en parler. Mais la plupart des gens pensent que l'épargne, c'est un gros stock d'or dans lequel Picsou va nager de temps en temps pour bien se sentir, vous savez. C'est pas ça du tout, l'épargne. L'épargne, c'est de l'argent que vous mettez de côté, comme ça. Il y a une épargne monétaire. Et la contrepartie de cette épargne monétaire, vous allez prendre une partie de votre population, 10 ou 12%, ou je ne sais pas combien, et que vous mettrez à bâtir des choses qui, pour l'instant, n'ont aucune rentabilité, mais en auront une énorme dans le futur. Donc, à une épargne monétaire correspond une partie de ta population qui travaille pour le futur. Qui ne travaille pas pour l'instant, qui travaille, je ne sais pas, la construction de centrales nucléaires ou des trucs comme ça. Et la plus grosse épargne de cette nature, c'est, qu'on le veuille ou non, l'éducation. Bien sûr. L'éducation. Ben donc, on a mis toute une partie de la population qui travaille dans l'éducation. Donc, si tu détruis l'éducation, comme on l'a fait... Tu détruis l'épargne longue. Tu détruis l'épargne qui va nous amener... Donc, les Français sont moins compétents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 30 ans. Et donc, ça va nous amener à une baisse de la croissance, etc. Donc, quiconque s'attaque, dans le fond, à la qualité de la façon dont cette épargne longue est investie,
Et la seule façon d'investir cette épargne, c'est dans un monde concurrentiel. Parce que tu sais que elle sera pas gâchée. Plus tu nationalises ce truc-là, plus la qualité baisse. Mais aussi, dans la réflexion de l'épargne, à partir du moment où tu as des keynésiens au pouvoir qui t'expliquent qu'on n'a pas besoin d'épargne. Qu'on n'a pas besoin d'épargne et qu'il faut des relances par la consommation, ça veut rien dire. Ce qui ne veut rien dire, on ne prend plus le temps, et on l'a vu, de la création de l'épargne longue et de l'effort dans le temps. Et du déploiement de l'épargne longue. C'est le fameux travailler, prenez de la peine, c'est le fonds qui manque le moins. Donc, à partir du moment où tu te dis que, ce qui est complètement idiot, qu'il faut passer par la consommation, les gens vont acheter quoi? Des iPads, des Nike, ce qui va absolument rien faire pour la France. Alors qu'au contraire, on devrait repenser l'épargne en termes, déjà glorifier l'épargne, et repenser en termes d'investissement sur le long terme, dans les centrales nucléaires. Et offrir aux gens qui veulent épargner, parce que c'est un besoin profond, et qui veulent laisser quelque chose à leurs enfants. Des taux d'intérêt. D'abord des taux d'intérêt de marché, et ensuite des possibilités d'investir dans cette épargne longue. Je trouve ça... Donc, je sais pas, par exemple, quand j'étais... Oui, mais alors ça, c'est quelque chose d'autre que tu disais, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont soit demandé aux gens de consommer, soit orienté par la fiscalité l'épargne longue dans l'immobilier. Or, l'immobilier ne crée rien. Ne crée rien. Si vous investissez dans Jean-Pierre qui ouvre une seconde crèmerie qui est votre crémier, là, il va y avoir une création de richesse, une création d'entreprise, une création d'emploi. Vous investissez, entre guillemets, dans de la pierre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui se passe dans mon quartier, c'est-à-dire on est passé de 10 000 à 11 000, 12 000, 13 000, 15 000. On est à 16 000 du mètre carré. Mais c'est toujours la même pierre. C'est toujours le même appartement. Toujours les mêmes 150 mètres carrés. C'est toujours le même 150. Il n'y a pas eu de création de richesse. Il y a eu un transfert de richesse. Voilà. Il y a eu un transfert de richesse, mais il n'y a pas eu création de richesse. Et ça, c'est le fait des taux d'intérêt bas. Alors, regardez la différence aussi entre la Suède et la France. Justement, la Suède se donnant beaucoup de mal pour l'épargne longue, par exemple. Donc là, c'est en page 24, et ça s'appelle « Situation budgétaire hors service de la dette, Suède et France ». C'est un graphique qui est ravissant, qui est jaune et bleu. On dirait un petit Ikea, là. Ben voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que c'est la Suède, c'est le jaune et bleu. Et donc, vous voyez que la Suède et la France avaient des déficits budgétaires monstrueux jusqu'en 92. Donc, quand la Suède a fait Attends, alors explique-moi comment le lire, celui-là, parce qu'il est inversé, non? Non, il n'est pas inversé. Donc, c'est le déficit budgétaire. Quand tu vois la ligne, quand tu es en dessous de 0, ça veut dire qu'il y a un déficit budgétaire. Donc, la Suède, oui, d'accord. La Suède avait un déficit budgétaire. C'est des petits icebergs, en fait. C'est des petits icebergs, voilà. La Suède avait un déficit budgétaire en 92-93 qui a atteint quasiment 10% de son PIB. Donc, c'était monstrueux. Oui. La France est au-dessus. Et on voit que la Suède prend toutes les mesures pour régler les problèmes. Nous, on continue à ne pas les prendre. Et regarde la Suède maintenant, depuis à peu près 19-2000, allez, en même temps, on a été à peu près tout le temps en excédent budgétaire. Oui. Sauf quand il y avait une récession, c'est les hachurages gris. Et nous, on est tout le temps en déficit, sauf quand il y a une récession où on plonge encore plus et on devient de plus en plus. Et la conséquence, c'est que vous voyez ça en page 27 en bas, c'est que vous regardez la dette, parce que la dette, ce n'est que la somme des déficits. Hein. Ben, vous voyez, quand la création de l'euro, on était au même niveau. C'est incroyable, ce graphique. C'est incroyable, la divergence entre les deux. C'est le résultat du graphique du haut. Oui, bien sûr, mais c'est incroyable, là, quand on voit vraiment la coupure avec l'arrivée de l'euro. Bon, avant, on divergeait comme ça, et après, on est comme ça. C'est parce que l'euro, ça a tué la création d'entreprises en France, parce qu'on a fait supporter aux entreprises des frais que dans le temps elles ne supportaient pas, c'est-à-dire le frais de maintenir le fonctionnaire français au même niveau de vie que le fonctionnaire allemand. Sauf qu'on est 70% de fonctionnaires en plus. Donc il y a eu un transfert de richesse gigantesque. Du privé vers le public. Du privé vers le public. Non voté. Et non décidé par personne. Hein. C'était parfaitement compris. Si les fonctionnaires ont fait ça, puisque c'était eux qui étaient au pouvoir, c'était bien pour s'en mettre plein les fouilles. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu... Et la différence entre les deux, c'est que le fonctionnaire ne prend aucun risque. Donc, on a augmenté le pouvoir d'achat des fonctionnaires de façon considérable. Qui va toujours voter pour d'autres fonctionnaires. Qui va toujours voter. Et on a réduit le pouvoir d'achat de l'entrepreneur qui, lui, prend des risques de façon considérable. C'est incroyable. Et on nous dit que le capitalisme ne marche pas. Le libéralisme, Charles. C'est la faute du libéralisme, de l'hyperlibéralisme. De l'hyperlibéralisme dont on souffre. Donc, j'aimerais aussi prendre un temps juste pour le rappeler
que quand on vous parle d'ordolibéralisme ou de... C'est quoi l'autre truc qu'ils disent toujours L'ordolibéralisme, c'est les Allemands, mais ça, ils ont Non, mais les autres... oui, l'hyperlibéralisme. L'hyperlibéralisme ou enfin, tout ce qui est nouveau libéralisme, c'est des conneries. C'est des trucs inventés par des facs de sociaux pour couper le libéralisme de ses origines ancestrales qui remontent à l'école de Salamanque, qui remontent à Huerta de Soto, qui remontent à... Voilà. Donc, le libéralisme, le vrai libéralisme, c'est un tout, et ça fonctionne très bien, merci. Leur histoire on appelle ça du ordo, du machin, du truc, c'est des... Le libéralisme extrême, comment ils appellent ça Ils ont un mot pour ça. Oui, le truc qu'ils appellent Thatcher et Reagan, ils appellent ça comme ça. Thatcher et Reagan, ça allait très bien pendant le Thatcher et Reagan. Ça n'a jamais été aussi bien d'ailleurs. Voilà, enfin bon, bref, c'est des conneries. Donc, où ça nous amène maintenant? Donc, on a bien vu, c'est une volonté d'abord de détruire le système industriel, ensuite de détruire les banques. Néolibéralisme. Le néolibéralisme, voilà. Il n'a rien qui était un peu pro-signé néo. Bon. Donc, ils ont détruit les industries, ils ont détruit les banques, la dette s'accumule. Et ce qu'il y a d'embêtant, c'est qu'un système libéral, aussi curieux que ça paraisse, il s'auto-organise. Si on gagne trop d'argent en étant entrepreneur, il y a plein de gens qui deviennent entrepreneurs, donc on gagne moins d'argent, et puis ça... C'est un cycle du cochon. C'est un cycle du cochon, voilà, ça monte. Si on fait... Et du coup, un système libéral converge toujours vers... Donc il s'écarte de la moyenne, puis il y revient, donc c'est une espèce de truc qui vivant. Mm-hmm. Je crois qu'on appelle ça. Et un système socialiste, par définition, comme il n'a pas de mécanisme autocorrecteur, qu'on les a tous fait sauter, puisque je crois que ça devient, on dit en français, centripète, c'est-à-dire qu'il s'écarte de façon, et à la fin, il explose. Tu vois, c'est pas un système centrifuge. Je crois que centrifuge, ça va vers l'intérieur, centripète, ça s'écarte vers l'extérieur. Je crois que c'est ça. Oui, mais si ça s'écarte vers l'extérieur, c'est centripète. Donc, le socialisme, c'est un système centripète. C'est-à-dire... on ne parle pas de tripes. Hein. J'ai toujours trouvé ce mot horrible, d'ailleurs. Alors, regardez le résultat de... Comment ça va nous arriver? C'est évident. C'est en page 26. Voilà. Alors, je le dis pour ceux qui mettent les graphiques, ça s'appelle La France dans une trappe à dette. Alors, rappelle ce qu'est la trappe à dette chez Keynes. Chez Keynes, voilà. La trappe à dette, c'est... Je vais vous dire. Vous avez mettons, votre salaire, ou je ne sais pas quoi, qui augmente de 2% par an. Hein. Et vous prenez de la dette, vous payez 5% par an. Bon, si la dette monte de 5% par an et que votre richesse monte de 2% par an, il y a un petit écart, comme un coin qui se crée, et puis à la fin, vous allez sauter. C'est pas possible autrement, tu vois, c'est... Eh oui, le coin, ça coince. C'est-à-dire, c'est la beauté des exponentielles. Si on a une qui se met à monter plus vite que l'autre... Bon, eh bien, donc la création de richesse en France, ça peut se discuter, mais c'est la ligne bleue ici, en haut, vous savez, les barres bleues là, oui. Et la ligne noire, c'est les taux d'intérêt. Oui. Quand les taux d'intérêt sont au-dessus du taux de croissance, regardez ce qui se passe. Il se passe un phénomène extraordinaire qui est en dessous, c'est que la dette monte. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Oui, évidemment, il faut bien que tu compenses le delta entre les deux. Mais voilà, donc c'est déjà. Donc aujourd'hui... Bon, sans compter qu'ils se sont fait plaisir aussi. Hein. En plus, de rajouter, mais donc on voit très bien... Parce que normalement, elle aurait dû augmenter en due proportion, ça aurait dû rester... Ils ont en plus gonflé leur marge. Bien sûr, parce que le poids de l'État est monté. Donc ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, la dette, les taux d'intérêt sont en train de passer au-dessus du taux de croissance du PIB. Donc, on est dans une trappe à dette. Donc, la dette va se mettre à remonter. L'embêtant, c'est qu'elle est déjà à 110% du PIB. Oui. Et que 50% de notre dette est détenue par des étrangers. Oui. Si c'est détenu par des kidams français. Par moi ou n'importe quoi, ça ne serait pas un problème. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en Italie, de renationaliser la dette. C'est-à-dire qu'ils y arrivent. C'est-à-dire que là, les émissions... Les OAT. Le paiement, on pique à Paul pour donner à Jacques, mais c'est en Italie. C'est en Italie, ce qui fait que malgré tout... Il n'y a pas d'appauvrissement. Tandis que si on pique à Paul pour donner à Ahmed, au Qatar, à ce moment-là, il y a un pouvoir d'achat qui sort de France. Avec tous les risques géopolitiques que ça comporte. Ahmed, il va peut-être décider un jour de plus souscrire à notre dette. Et là, on sera une main devant, une main derrière. Exactement, mais surtout, on sera obligé d'aller pleurer à la BCE. Vont continuer à se détériorer à cause de la détérioration de la dette, parce que maintenant, le service de la dette est payé en partie à l'étranger. Donc, imagine qu'on croise de 2% par an, que les taux d'intérêt sont à 3. Donc, il va y avoir, comme la dette est détenue
50%. 50% à l'étranger. Il y a 1,5 qui va devoir passer à l'étranger, puisqu'on est à 110% de dette. Et donc, il restera peut-être 0,5 pour les Français, dont une partie doit aller aux détenteurs de dette en France. C'est-à-dire que celui qui travaille, il va avoir une baisse de son niveau de vie. Mais c'est évident. C'est pas possible autrement. Et c'est ce que je montre dans le graphique d'après. Et ça, ce dont tu parles, c'est sans compter l'inflation. C'est sans compter l'inflation. Sans compter l'inflation qui, en plus, rogne le pouvoir d'achat qui elle-même reste. C'est-à-dire que j'arrive à regarder au dernier graphique. Donc, il s'appelle le PIB par tête commence à baisser en France. C'est-à-dire qu'on est en train d'arriver aujourd'hui. Je peux assurer avec beaucoup de certitude que dans les 7, 8, 9 ans qui viennent, chaque année, le pouvoir d'achat va baisser en France entre 0,3 et 0,5% par an. Donc, c'est le moment où le système devient explosif, politiquement. Est-ce que tu crois que si jamais les taux remontent et que malgré tout l'immobilier se prend une culotte, c'est-à-dire que cette espèce de croissance fictive exponentielle qui a eu lieu sur l'immobilier et que donc les loyers quelque part deviennent moins chers, les gens ne s'y retrouvent pas malgré tout, parce que si tu payais avant ton loyer, je sais pas, 1007 et que désormais tu le payes 1100, tu vas peut-être t'en sortir un peu mieux, mais la réalité c'est il y a quelqu'un à la fin de la journée qui avait l'appart et qui lui prend cette décote. Il y a quelqu'un qui va ramasser la claque, et celui qui a emprunté pour acheter l'appartement alors qu'il était hors de prix, lui, il va voir le prix de son appartement baisser, il va dire à la banque, vous savez quoi, vous prenez les clés de l'appartement, moi je peux plus payer, quoi. Oui, et comme les banques n'ont pas forcément les liquidités... Les banques, elles vont dire, si elles prennent une perte sur cet appartement, les banques, ça veut dire qu'elles doivent, comme elles prêtent 10 fois leurs fonds propres, ça va sortir des fonds propres, donc il faut qu'elles réduisent leurs prêts de 10 fois. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends une perte d'1 million, il faut réduire tes prêts de 10 millions. Donc tu vas appeler le crémier du coin en lui disant, cher ami, le renouvellement de votre crédit, vous l'avez pas, quoi. Et ils se retrouvent avec des adjudications sur des appartements... qui grand massif. Donc ça se termine, une politique socialiste comme on la suit depuis 40 ans, ça se termine toujours par une baisse du niveau de vie, un effondrement de la monnaie, et on l'a vu en Argentine, on l'a vu au Venezuela, on l'a vu à Cuba, on l'a vu en Angleterre travailliste, on l'a vu. Donc, on sait exactement ce qui va se passer. On ne sait pas qu'ils ont emprunté beaucoup plus d'argent que je ne pensais qu'ils pourraient, mais il n'y a pas d'autre porte de sortie. Donc, la question que je pose à la fin, c'est, il n'y a que 2 possibilités. Et c'est bien triste, ma pauvre dame, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ou bien la France reste dans l'euro, et à ce moment-là, elle perd, puisque si elle suit dans l'euro, elle va avoir le Fonds monétaire national qui arrive. La BCE qui va arriver, et Bruxelles, en disant, bon. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la politique économique française, la France, est mise sous tutelle comme la Grèce. C'est-à-dire qu'on perd toute souveraineté. On est un pays qui disparaît en tant que puissance, c'est fini, on n'existe plus. Et c'est peut-être ce que voulaient les gars qui nous ont monté tout ça, d'ailleurs. Oui, en allant vers une sorte de gouvernance des que huiles. La France, qui aurait été une province rebelle, comme ça, on la ruine et elle sera bien sous le contrôle et on pourra enfin, ce qu'appelait Bismarck, il nous appelait l'orgueilleuse nation. L'orgueilleuse nation n'existe plus, elle n'a plus de pouvoir, etc. C'est possible. Ce que disait ma grand-mère quand elle vous emmenait faire les vaccins, vous ne pleurez pas, vous êtes des petits Français. Exactement. On était en Grèce, mon père était observateur des Nations Unies, on allait faire des vaccins, puis il y avait tous les Anglais, tout ça qui braillaient, ma mère nous regardait et disait... Vous ne pleurez pas, vous êtes des petits Français. On pleurait pas même. On en avait gros. On en avait gros quand même, mais on pleurait pas. Et n'ayant pas pleuré, on était très contents après, parce qu'on regardait les autres avec beaucoup de mépris, qui eux-mêmes avaient pleuré. Ou bien la France décide de récupérer, mais ça suppose que ça se passe dans une crise, toutes ses souverainetés, c'est-à-dire sort de l'euro, renégocie sa dette, reprend toutes ses souverainetés, etc. Mais je ne crois pas que ça puisse se passer. Mais à mon avis, ça se passera. Je peux me tromper, bien sûr, parce que là, je rentre dans des domaines qui ne sont pas les miens, puis c'est sur le futur, alors ça peut être n'importe quoi. Mais pour moi, on va d'abord essayer de nous imposer la solution grecque. C'est-à-dire sous tutelle ? Sous tutelle. Et là, le peuple français ira peut-être dans les rues pour pendre les gars au réverbère, quand même. Ouais.
Voilà. Mais je ne crois pas qu'il n'y a pas un homme politique qui peut porter la deuxième partie de ce programme aujourd'hui tant que la crise n'est pas évidente. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'un cas dirait, bon, ben les gars, maintenant, on va sortir maintenant. C'est ce qu'il faudrait faire. Hein. On va sortir maintenant, on sort de l'OTAN, on sort de... Suspends ton vol. Oui, l'OTAN, suspend ton vol. Et puis, on va, par exemple, on va négocier avec la Chine, ou on va négocier avec la Russie, voir comment on se dépatouille. On n'a pas besoin de l'Europe pour négocier avec nous, merci beaucoup. Par contre, ils ont des trucs qui nous intéressent qu'on pourrait discuter. Et à ce moment-là, on peut s'en sortir. Mais il faut d'abord qu'on touche le fond de la déshérence, et tous ces gars-là qui nous ont amenés dans ce merdier en nous parlant de De Gaulle tout le temps. Je ne sais pas si tu as remarqué, De Gaulle, il n'a jamais été aussi populaire que ce moment. Y a un Alors moment... qu'ils font exactement le contraire de tout ce qu'ils voulaient. Hein. Moi, il y a deux trucs. C'est tous ceux qui invoquent De Gaulle, mais sur le spectre politique, ça fait pratiquement tout le monde. Hein. Je crois qu'on a des ministres de Macron qui aussi invoquent De Gaulle. Et moi, personnellement, je suis née encore une fois en 70 et j'entends parler de la guerre d'Algérie depuis que je suis petite. J'ai envie de dire, mais les gars, j'étais pas née. Donc il y a un moment aussi, il faut laisser dormir le patient. Et Pétain, c'était bien tristement pour monsieur, mais enfin, c'était il y a presque un siècle. Quoi. Oui, non, mais il y a un moment, il faudra enterrer les uns et les autres et les laisser bien où ils sont. Et qu'on parle des problèmes d'aujourd'hui, oui. pas des problèmes qui sont passés il y a 60 ans. Je veux bien qu'on aille se recueillir sur la tombe, ainsi de suite, mais il y a un moment où tu te dis, mais foutez bien la paix au général de Gaulle et trouvez vos solutions vous-même. Hein. Et surtout, ne prétendez pas que vous suivez une politique qui est conforme à ce que disait De Gaulle, alors que vous faites depuis des années exactement le contraire de tout ce qu'il voulait. Et indépendamment de ça, dans des circonstances aussi, De Gaulle a fait des choses dans un univers politique et un univers international de géopolitique qui était le sien, qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Donc, bien malin, Donc, encore une fois, ça paraît idiot ce que je vais dire, mais j'espère que ça l'est... À partir du moment où la crise, où on rentre dans une trappe à dette, la sortie se rapproche. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, par exemple, s'il y avait une récession aujourd'hui en France, ce qui n'est pas impossible, compte tenu du fait qu'il y a, je sais pas, 200 000 entreprises qui peuvent sauter puisqu'elles doivent rembourser les prêts qu'elles ont pris au moment du Covid. D'ailleurs, tu vas faire une émission sur ça demain. Là-dessus demain. Donc, il y a un risque extraordinaire qu'il y ait une nouvelle récession en France. Elle a peut-être commencé en Allemagne, d'ailleurs, cette récession. Il y a des dépôts de bilan absolument hallucinants dont personne ne parle. Et donc, ça veut dire des pertes pour les banques, des pertes pour l'État, un déficit budgétaire qui monte. Donc, si on a une récession maintenant, notre déficit budgétaire, compte tenu des contraintes qu'il y a, qui est de 5 à 6% aujourd'hui, il passera à 10 ou 12. Et là, je ne vois absolument pas comment ça peut passer dans les marchés financiers. Non, parce que la BCE ne peut pas venir et réimprimer. Non, c'est fini. Avec l'inflation qu'on a, c'est pas possible. Et puis l'Allemagne lui dira niet. Donc elle a plus de marge monétaire. Je ne vois pas quel est le levier. Donc s'il y a une récession maintenant, on va avoir 6-7% de déficit, 8-9-10, plus 2 ou 3 de déficit intérieur. Les États-Unis ne peuvent pas prêter parce que même ils sont à l'os. Ils sont à l'os. À ce moment-là, des gens comme les Qataris ou les fonds de pension hollandais vont dire « Vous êtes gentils, nous on veut notre argent, je ne renouvelle pas les prêts ». Soit ils demandent des énormes hypothèques sur des biens d'État. On peut vendre... Oui, mais tu ne peux pas mettre un État en faillite. Si tu veux. Le problème, c'est que quand un État fait faillite, il n'y a pas de droit de la faillite de l'État. Il y a un droit de la faillite de je sais pas, dégager la faillite ou non. Oui, il y a un droit de la faillite des entreprises, un droit de la faillite personnelle, mais il n'y a pas un droit de faillite des États. Donc il n'y a pas de... Si l'État dit, écoutez, vous m'avez prêté de l'argent, allez vous faire cuire un œuf. Attention à tes boutons. On va pas envoyer des bateaux de guerre en France. Non, ce qui se passe simplement, il va se passer ce qui s'est passé avec les emprunts russes, c'est que plus personne ne lui prête, et à partir du moment où tu n'honores plus tes prêts... Le niveau de vie s'écroule parce que tout l'argent... Le niveau de vie en France, c'était deux choses. C'était l'argent qu'on gagnait, plus l'argent qu'on empruntait. Mais si d'un seul coup, on ne peut plus emprunter d'argent, notre niveau de vie va baisser de tous les emprunts qu'on faisait à l'étranger. Et je te dis, c'est et sachant qu'à côté de ça, on n'a pas de relance compétitive puisqu'on n'a plus d'industrie et qu'on ne peut pas dévaluer puisque l'euro nous tient sur le Deutschmark, parce que c'est ce qui se passe quand on a des périodes de déflation. Au moins, tu te dis, OK, d'accord, on dévalue et puis tu as une relance. Voilà. Mais là, on n'a plus ce levier. Ça fait depuis 25 ans. Donc, sauf à sortir de l'euro, on n'a pas le levier. On peut pas. On n'a pas le levier monétaire. Si on ne sort pas de l'euro, la première solution, c'est-à-dire FMI, BCE, est sous tutelle. inévitable. Et dans ces cas-là, j'espère que, écoutez, certains d'entre vous, malgré tout, même si vous êtes, pour certains,
certains des identitaires auraient un réflexe un peu souverainiste de vous dire, écoutez, en attendant, ça serait bien, enfin, on est français avant d'être sous tutelle. Avant d'être sous tutelle. Et comme me disait un de mes amis, donc, si je comprends bien ce que tu dis, il faut acheter des fabricants de fourches et de pics, quoi. Ça me paraît pas une mauvaise idée. Vous savez, je crois que les fourches et les pics, c'est peut-être c'est un achat d'avenir. Oui, moi j'ai très peur qu'on se retrouve dans une espèce de paupérisation du pays. Ça a commencé, oui. On voit ça avec par exemple la SNCF, dès qu'il pleut, plus rien ne marche, dès qu'il y a un oiseau, plus rien ne marche, et que petit à petit, nous ici on essaie de faire venir quelqu'un pour l'internet, ça fait 5 fois qu'on fait venir, parce qu'on voulait faire des émissions en direct, on n'arrive pas à avoir un service qui nous permette... pas à avoir un service suffisamment puissant qui, ici, en plein milieu de Paris, au cœur du 16e, près de la place Victor Hugo, on peut pas avoir un débit suffisant pour faire des émissions en direct où vous pourriez nous poser des questions. Non, on peut pas faire un Twitch ou un truc comme ça. Et ça fait le 5e mec d'ACF. Et donc, à chaque fois, mais c'est pareil pour tout, à chaque fois que tu fais venir un plombier... On va finir par mettre un truc sur le toit et on demandera à Elon Musk de s'en occuper parce que on peut s'abonner à Elon Musk avec ses satellites là. Tu peux mettre mais c'est j'ai regardé ça pour la maison de campagne, mais c'est vachement contraignant, et puis tu trouves pas du tout de personnes pour te le réparer s'il y a le moindre voilà. Évident, et puis c'est un investissement quand même, je crois que c'est 5000 balles quand même. Truc comme ça, enfin Edouard avait regardé, c'est assez cher. Ça va baisser. Ouais, on va dire. Enfin, les Tesla, ça baisse pas des masses. Hein. Enfin, il paraît que c'est très agréable à conduire. À ton frère, on avait un de Hong Kong pendant des années, ça avait des accélérations. Si tu laissais sur place une Ferrari, quoi, c'était incroyable. Et ça fait pas de bruit? Aucun bruit. Ça, c'est agréable. Ça, j'aimerais bien. En tant que TDA, j'aime bien quand ça fait pas de bruit. C'est absolument incroyable. Mais par contre, ça marchait très bien à Hong Kong parce qu'il fait chaud tout le temps à Hong Kong. Mais quand il achetait une autre voiture électrique quand il était à Vancouver, là, dans les montagnes, l'hiver, elle faisait 20 km et pourquoi les batteries, ça perd tout quand il fait froid. Ah, d'accord. Bon. Voilà, donc les batteries, c'est pour la Floride. C'est pas pour le... On a le chien chou qui nous regarde, oui, mon amour. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et surtout, vous nous posez des questions sur ce machin-là. Alors, je rappelle que le dossier donc, est téléchargeable sur notre site, institutdeslibertés.org, oui, mon amour. Et la semaine prochaine, non, parce que quand vous verrez cette émission, ce ne sera pas le cas, mais la 3e émission sera consacrée à vos questions sur ce dossier. Et voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, on répondra à vos questions et on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.